2014. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour ce journal sur la télévision Labari. Mais d'abord les titres. Le coordinateur de l'EHPAD Niger a été libéré cet après-midi par la justice après avoir passé 2 jours à la police judiciaire. C'est du coup. Mardi 2 septembre 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre ce journal sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Le coordinateur de l'EHPAD Niger a été libéré cet après-midi par la justice après avoir passé 2 jours à la police judiciaire. Sidikou Moussa a été interpellé relativement à l'affaire des bébés importés. Beaucoup de jeunes Nigériens sont en chômage depuis le report de la mise en valeur de l'exploitation de la mine d'Imouraren. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Accusé au début pour propagation de fausses nouvelles, puis les jeux du discrédit sur une décision de la justice, le coordinateur de l'ONG EHPAD Niger, Sidikou Moussa, a été libéré cet après-midi après avoir donc été entendu par le juge du tribunal de grande instance de Niamey. Ils étaient nombreux, les membres de sa famille, ses amis, les acteurs de la société civile, mais également la presse pour soutenir Sidikou Moussa. Le reportage avec Michel Dedi et Sadou Doumi. La joie était au comble après plusieurs heures d'attente pour les proches et camarades de la société civile venus soutenir le coordonnateur d'EHPAD Niger dans cette épreuve qui vient ainsi de trouver une issue heureuse. Au tout début, c'était donc une propagation de fausses nouvelles, mais plus tard, donc, les chefs d'inculpation ont été recadrés pour jet de discrédit sur une décision juridictionnelle. Et ce que je voulais dire, surtout par rapport à vous les médias, c'est que vous devrez être de plus en plus professionnels. Professionnels dans le sens où quand vous avez une information, il faut mettre la déontologie et l'éthique au premier rang de votre ligne éditoriale. J'ai annoncé effectivement dans un entretien que j'avais eu comme quoi le sieur Abdul Labo serait à l'hôpital national de Niamey, plus précisément au pavillon E. Et cette information, je la détenais du journaliste qui est venu. Et j'avais montré mon indignation. Or, à aucun moment, il semblerait que Abdul Labo n'a quitté la prison de Saï. Donc, il garde toujours prison à Saï. Et le démenti a été donné par la direction générale de l'hôpital, mais également par le régisseur de la prison de Saï. Mais je remercie vraiment le bon Dieu et également la clairvoyance du parquet qui a bien voulu donc me laisser partir libre, avec la condition bien entendu d'apporter le démenti, ce que je suis en train de faire. Cette libération triomphale a également été une occasion pour le président de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, Konida, de rendre hommage à la justice nigérienne et de saluer la bravoure de ses avocats et ses camarades de lutte dans le contrôle de l'action gouvernementale pour la promotion d'une démocratie efficiente au Niger. Restons dans les locaux du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour parler du procès qui oppose l'ancien président du comité olympique et sportif national, Koseni, à l'actuel bureau. Donc ce procès a eu lieu ce matin. Après les plaidoiries de 2 parties, le juge a annoncé la date du 16 septembre prochain pour le délibérer. Réaction de 2 avocats, d'abord celle du camp de la Talata, maître Marc Lebien. Vous savez que
au niveau des textes du COSNI, dès l'instant où est-ce que les candidats, surtout le candidat à la présidence, ne peut avoir justifié, avoir obtenu la majorité absolue à l'élection, il y a obligatoirement un second tour des élections, ce qui est tout à fait normal. Or, il se trouve que le président qui aujourd'hui a été déclaré élu n'avait pas eu la majorité absolue. Monsieur Mamadou Talata Doula s'est ému de cette situation et a donc saisi la commission électorale en disant « mais attention, il y a un problème ». La commission électorale a écrit à monsieur Talata Doula en lui disant « effectivement, c'est vrai, vous avez raison, il faut un deuxième tour ». Mais l'organisation de ce deuxième tour nous a échappé par inadvertance et nous avons méconnu les textes. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'Assemblée générale élective est terminée, notre mandat est épuisé. Nous n'avons donc plus compétence. Monsieur Talata Doula, toujours désireux de régler cette affaire selon les textes du COSNI, a saisi également la commission de règlement de conflit. Cette même commission s'est déclarée incompétente. Cette même commission elle-même reconnaît qu'effectivement, M. Talata Doula a raison, qu'il faut un deuxième tour parce qu'il a été, par inadvertance, les textes ont été violés et que M. le Président élu est mal élu ou en tout cas illégalement et irrégulièrement élu. Partant de là, les deux commissions s'étant déclarées incompétentes pour trancher notre litige, bien que reconnaissant le bien fondé de nos arguments, nous avons été contraints de nous adresser à la justice et c'est ce que nous venons de faire. Nous demandons donc d'annuler l'élection du président, de constater que d'après les textes et statuts, il faut un second tour et d'organiser ce second tour dans les 8 jours de la décision qui devra intervenir. Nous attendons donc cette décision qui a été mise en délibéré pour le 16 septembre. Vous êtes confiant pour le 16 ? Bien sûr, mais dès l'instant où est-ce que tout le monde reconnaît que les textes ont été violés, comment voulez-vous que nous ne soyons pas confiants ? Voilà, le seul argument c'est qu'ils disent que le juge des référés est incompétent. Mais si le juge des référés est incompétent, qui peut dire alors ? Si les commissions sont déclarées incompétentes, la justice, elle ne peut pas se déclarer incompétente. Pour sa part, l'avocat du COSNI reste serein et confiant pour le 16 septembre prochain. On l'écoute. Nous avons plaidé le dossier et nous sommes encore plus confiants que la partie adverse à partir du moment où elle-même vous a parlé de l'incompétence du juge des référés et elle se demandait qui serait compétent alors. Ils savent très bien qui est compétent. À partir du moment où les instances du sport se sont déclarées incompétents au niveau national, ils n'avaient qu'à se référer au CIO et voir les instances internationales qui pourraient se déclarer compétentes. Les demandes de M. Doula Talata à cette audience sont des demandes qui relèvent d'un dossier de fond. Et je ne sais pas pourquoi la précipitation a fait en sorte que le juge est incompétent, tant leur assignation est irrecevable à partir du moment où l'ordonnance du président du tribunal qui les a autorisés à assigner devant cette juridiction est bel et bien signée le 25 août 2014 et dans leur assignation, ils ont mentionné une ordonnance du 19 août 2014. Allez voir ce que cela signifierait. Pour le moment, nous attendons le délibéré de la... Et puis cette brève dans le cadre des préparatifs de son match contre le Cap Vert le 6 septembre prochain, comptant éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Ghana Maroc 2015, l'équipe nationale du Niger, le MENA, a battu l'équipe ougandaise sur le score de 2-0 à l'instant même donc sur la pelouse du stade général Séni Kounti. Bravo donc aux 11 nationales. Rencontre ce matin entre les ONG et associations du secteur de la santé publique au Niger, Roasen, et le cabinet du Premier ministre au centre des échanges, les mesures pour prévenir la fièvre hémorragique Ebola qui a endeuillé plusieurs familles en Afrique de l'Ouest. Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou pour les précisions.
Après les journalistes, les acteurs de la société civile, c'est au tour des conseillers du cabinet du Premier ministre de bénéficier de la séance d'information, de sensibilisation et d'échange. Une initiative du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, Rohasen, sur les mesures préventives de la fièvre hémorragique virale Ebola, qui a déjà fait plusieurs victimes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de relayer l'information dans 54 pays, au moins par rapport à l'information et la sensibilisation que nous pouvons apporter aux citoyens lambda dans le cadre de la prévention de cette terrible maladie. Donc cette initiative, je le disais effectivement tantôt, c'est une initiative, comme nous sommes en train de développer un certain nombre d'approches et des outils avec le ministère de la Santé, avec l'OMS, le cabinet du Premier ministre nous a sollicité pour que nous puissions mobiliser nos experts qui font déjà ce travail impeccable depuis en tout cas 6 mois pour venir un peu discuter avec le cabinet du Premier ministre et informer, parce que nous avons besoin des informateurs clés. Pourquoi nous avons fait cette initiative? Parce que les Nigériens voyagent et nous recevons aussi des gens qui viennent de partout. Donc d'où la nécessité, en tout cas, d'informer, de sensibiliser l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient informés de façon individuelle et collective les mesures qu'il faut prendre. Informer le maximum des Nigériens sur les modes de transmission. Tels sont les objectifs recherchés à travers ces rencontres. Nous voulons effectivement voir à travers les conseillers, en leur donnant l'information qu'il faut, si les mêmes conseillers également peuvent faire le relais de l'information au niveau de leur famille et au niveau des populations. Le ministère de la Santé est en train déjà de mettre en place un plan de contingence, un plan d'urgence. Mais le ministère de la Santé ne peut pas se suffire à lui seul. Il faut vraiment mobiliser tout le monde autour du ministère de la Santé pour soutenir son plan de contingence et sa politique en la matière. La communication, c'est la meilleure formule pour inhiber la propagation de la maladie. C'est la meilleure formule. Selon le dernier bilan de l'OMS, établi en août 2014, plus de 1000 personnes ont été tuées par la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans le 5e arrondissement, les élèves de cette entité administrative dotée de manuels scolaires d'anglais, c'est un geste de l'ONG EHPAD Niger salué par les responsables de l'inspection Niamey 5, mais aussi par les autorités municipales du 5e arrondissement. Reportage Memouna Daouda et Sadoudoumi. Au total, ce sont 300 cartons de livres d'anglais que l'ONG EHPAD Niger a mis à la disposition des élèves du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Un geste qui va droit au cœur des autorités en charge de l'éducation du 5e arrondissement. Ce geste nous honore et au nom des élèves et de leurs parents, au nom des enseignants et des autres encadreurs, j'adresse mes remerciements et mes félicitations à votre endroit et à l'endroit de l'ONG EHPAD. Donc nous disons bravo à l'ONG EHPAD. Ce don de l'ONG EHPAD Niger qui vient à point nommé et salué à sa juste valeur par le premier responsable de cette entité administrative. Nous avons jugé utile au niveau de la commune 5, l'arrondissement communal Niamey 5, d'instruire le chef de service affaires scolaires et puis le SG pour faire la liste de tous les collèges, y compris le lycée d'excellence, et de voir dans quelle mesure se partage entre ces différents collèges pour que effectivement vous puissiez mettre à la disposition de vos différentes bibliothèques ces ouvrages. Ces livres qui seront repartis dans les différents établissements secondaires de la rive droite permettront aux bénéficiaires d'améliorer leur niveau de compréhension en anglais s'ils en font bon usage. Au vu des divergences entre la majorité parlementaire et l'opposition, des députés nationaux de l'opposition ont adressé hier une requête à la Cour constitutionnelle. Dans celle-ci, les parlementaires de l'opposition ont demandé au juge constitutionnel de se prononcer par arrêt sur les contours de la linéa 4 de l'article 88 de la Constitution, donc un article relatif à l'immunité parlementaire. Ibrahim Tikere pour des précisions. Des députés nationaux de l'opposition ont adressé le 1er septembre 2014 une requête à la présidente de la Cour constitutionnelle.
Dans celle-ci, les députés de l'opposition ont demandé à l'institution de se prononcer par arrêt sur les contours de l'alinéa 4 de l'article 88 de la Constitution relative à l'immunité parlementaire. Le premier élément, c'est que l'arrestation d'un député, même en hors session, ne peut être autorisée que dans le cadre d'une poursuite judiciaire régulière. Or, nous avons constaté que pour le cas spécifique du président de l'Assemblée nationale, en toute évidence, le dossier qui a été envoyé au niveau de l'Assemblée ne contient aucun dossier de poursuite judiciaire. Ça, je crois que c'est là un élément sur lequel nous avons pensé qu'il fallait nous adresser à la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse statuer là-dessus. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'autorisation d'arrestation qui est donnée par le bureau de l'Assemblée. Est-ce qu'une arrestation est synonyme de la levée de l'immunité d'un député? Et je crois que c'est là en liaison avec l'article 51 du règlement intérieur portant statut du député. Donc, il faudrait que la Cour constitutionnelle puisse nous aider, en tout cas, à voir si cette autorisation qui est donnée par le bureau de l'Assemblée nationale est synonyme de la levée de l'immunité parlementaire. Or, aussi longtemps que l'immunité parlementaire d'un député n'a pas été levée, cela veut dire, à notre avis, qu'il ne pourra pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Le troisième élément, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale, à l'état actuel du règlement intérieur, autorise l'arrestation d'un député sans pour autant respecter les principes de la contradiction à travers l'audition de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. Comme vous le savez, pour la levée de l'immunité d'un député, théoriquement, lorsqu'on est en session, on met en place une commission de 15 membres qui écoute les députés sur les faits qui leur ont reprochés et un rapport est produit. Or, dans le cas spécifique de ce dossier, nous avons vu que c'est une simple correspondance qui a été adressée au président de l'Assemblée et qui est arrivée vers 15h40 et le bureau de l'Assemblée nationale avait décidé qu'il fallait convoquer la réunion le lendemain à 10h et suite à cette réunion, sans même écouter le président de l'Assemblée nationale qui est incriminé, sans même donc le principe de la contradiction, le bureau a décidé de son arrestation. Donc nous pensons que cela n'est pas du domaine du droit et qu'ils ont violé la Constitution. Enfin, le troisième élément, c'est est-ce que de dire et juger que l'arrestation d'un député conformément à l'article 4 à l'alinéa 4 de l'article 88 de la Constitution qui dit que sans que le député ne soit poursuivi et que cette poursuite ne soit autorisée par la plénière de l'Assemblée est une méconnaissance même du principe de l'immunité. Parce que nous avons l'impression que les gens ne connaissent, ceux qui ont agi, le bureau de l'Assemblée ne savent même pas c'est quoi l'immunité d'un député. Et donc c'est par rapport à tous ces éléments que nous nous sommes adressés à la Cour constitutionnelle hier et nous attendons, en tout cas dans le délai réglementaire, la décision de la Cour et suite à cette décision, nous allons décider de ce qu'il faut faire en conséquence. Cette requête à la Cour constitutionnelle des députés de l'opposition est partie des divergences d'interprétation de l'alinéa 4 de l'article 88 de la Constitution relative à l'immunité parlementaire. Je l'ai dit et je le précise. Et la précipitation, la vitesse à laquelle ce dossier a été traité, tous les Nigériens sont conscients qu'il y avait un harcèlement. Et ça, ce n'est pas bon. Et je pense que la Cour constitutionnelle, nous avons confiance à la justice nigérienne. Nous avons confiance à la Cour constitutionnelle et la vérité finira par jaillir. Inch'Allah. Pour rappel, le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé, suite à la requête du gouvernement, la mise à la disposition de la justice du député Mamadou, président de l'Assemblée nationale. L'arrêt de la Cour constitutionnelle attendu pour bientôt va donc mettre fin aux interprétations et commentaires de l'alinéa 4 de l'article 88 de la Constitution. En vacances au Niger, le promoteur du site d'information nigérien Niger Diaspora s'est confié à la télévision Labari. Boubacar Guédé, dans l'extrait qui va suivre, nous parle d'une rubrique phare du site Niger Diaspora, à savoir le Nigérien de la semaine. Il faut un modèle, quelqu'un qui puisse servir de modèle pour la jeunesse.
c'est vrai que je cherche plus. Bon, ceux qui ont réussi, ça c'est vrai, pas forcément, mais ceux qui ont vraiment des choses à dire, qui méritent d'être connus et qui méritent d'être vraiment un exemple pour les Nigériens, aussi bien ceux du pays que de la diaspora. Ah ouais. Combler ce vide que j'avais quand j'étais petit, où je n'avais pas de frères et de grands frères ou de personnes qui peuvent me dire, voilà, moi en tant que Nigérien, je suis chercheur à l'université, je ne sais pas, de Cambridge, et pour que ça me pousse aussi à faire la même chose. Voilà, c'est une des raisons. On le dit dans la langue que tu ne peux pas montrer ta maison avec une main gauche, comme on le dit. Je ne vais pas traduire, mais c'est pour dire que moi, mon objectif avec le site Niger Diaspora, c'est de donner une très bonne image du pays. Ce qui m'a toujours manqué, de donner vraiment l'image du pays qui mérite d'être connu et mérite d'être visité. Voilà, faire la promotion du Niger à travers ce site. Boubacar Guédé, promoteur du site d'information générale Niger, donc Diaspora, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Prévu initialement en 2015, la mise en exploitation de la mine d'Imouraren a été reportée lors de la signature des accords dits de stratégique entre le Niger et Areva le 26 mai dernier ici à Niamey. Un report qui a conduit plusieurs jeunes dans le chômage. Une situation qui pourrait constituer une menace sécuritaire, notamment dans la partie nord du Niger. En mission à Arlita, nos reporters Asmana China et Sadou Droumi se sont intéressés à ce sujet. Le report de la mise en valeur de la mine d'Imouraren a mis un nombre important de jeunes au chômage, une situation qui fait craindre un rebondissement du phénomène d'insécurité dans le pays, notamment dans le nord. Mais d'aucuns pensent qu'une alternative existe à cette éventualité. C'est la régularisation de l'exploitation de l'or dans le nord. Ça ne manque pas de travail, parce que l'État va créer des conditions d'une meilleure exploitation des sites pour les faire, là, et il y aura du travail. Ceux qui vont travailler comme arpailleurs, qui vont travailler pour la société minière du Niger qui va prendre disposition pour ça, pour l'exploitation industrielle de l'or, mais il y aura du travail. Donc je pense que le Niger a des potentialités, il est bien géré, bien dirigé, donc il a des potentialités. Je sais qu'il y a presque 1000 personnes qui vont être décompressées au niveau des sites d'Imouraren. C'est un gros coup, mais il faut faire avec, il faut créer des conditions pour que les gens acceptent et qu'ils s'occupent d'autres choses en alternative, donc qu'ils fassent d'autres choses en attendant que cette situation soit surmontée. Parce que dans tous les cas, j'y crois fermement que ça va être surmonté. De l'avis de certains acteurs de la société civile, ce report de l'exploitation de la mine d'Imouraren ne fait pas planer une insécurité au Niger. C'est vrai que chaque fois qu'il y a une situation minière comme ça, quand il y a des gens qui vont à la porte, c'est un peu désagréable. Mais nous pensons qu'il vaut mieux réfléchir et aller sur de bonnes bases. Moi, je pense qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il ne faut pas qu'on s'alarme. Tous les jeunes qui sont venus à Imouraren, ne sont pas des jeunes de la région d'Agadez, il faut le dire. Ce pas les gens de la région d'Agadez. Donc on ne peut pas dire que la rébellion va reprendre ou le banditisme va reprendre. Pendant qu'ils sont en train d'exploiter l'uranium, ils sont en train de vouloir exploiter Imouraren et autres. Le banditisme continue. Les rébellions, il y a pendant qu'ils sont en train d'exploiter l'uranium. Et ce n'est pas ça qui a changé. Le fait qu'il n'y a pas, il y a moins de rébellions, la situation sécuritaire s'est améliorée. Ce n'est pas le fait qu'Imouraren est créé. Donc, Imouraren, mort ou vif, ça ne changera rien par rapport à la situation des jeunes de la région d'Agadez, parce qu'ils n'ont jamais été impliqués là-dedans. La nécessité de formaliser l'exploitation de cette aurifère s'impose afin de créer des emplois aux jeunes, gage du développement du pays. Cette brève donc va la partie magazine dans le cadre des préparatifs de ce match contre le Cap-Vert, comptant éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN Maroc 2015, l'équipe nationale du Niger, le MENA, a battu un match amical l'équipe ougandaise 2-0 cet après-midi sur les installations du stade général Seni Kounti.
Et nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacré à l'entretien que nous a accordé le promoteur du site d'information Niger Diaspora. Boubacar Guédé a répondu aux questions relatives à la conception et à l'animation de ce site. Très bonne réception. Voilà, Niger Diaspora est un site d'information, comme vous le dites. C'est bien vrai qu'au début, c'était une façon pour moi de rassembler la communauté nigérienne de par le monde. Donc, un endroit où la communauté se retrouve pour discuter et avoir les nouvelles du pays. Voilà, mais depuis quelque temps, le site est plus axé sur l'information du pays. Je dois le dire, je suis né à l'étranger, de parents nigériens, et j'ai toujours cherché à avoir les informations du pays. Et malheureusement, il y a quelques années, il y a un grand vide. Et je me suis dit, après mes études, c'est l'occasion de créer un site pour parler de mon pays et faire comprendre aussi que mon pays peut se vendre, se promouvoir sur la toile, sur Internet. Voilà, c'est Niger Diaspora est né de cette idée-là. Essayer de montrer ce que mon pays peut faire ou fait à mes frères qui sont restés à l'extérieur. Et vu le manque que moi j'avais quand j'étais petit, de combler ce grand trou qui est d'informer la jeunesse montante et d'insister surtout ceux qui sont nés à l'étranger de revenir au pays. Et comme j'ai toujours rêvé de revenir au pays et de revoir la famille, je me dis c'est l'occasion de le faire et c'est ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile au début, mais bon, avec un peu de persévérance et d'appui de quelques aides, quelques amis, et surtout les amis que je tiens à remercier ici, les journalistes du pays qui m'ont donné vraiment un coup de main. J'en citerai quelques-uns, Boubacar Diallo de la NEPI, Ibo Dadi de Éco du Sahel, et Salah qui était un imprimeur mais qui était très présent en paix à son âme. Bref, Hassan Soumana de l'ONEP. Bref, et bien sûr mon parrain, Ibrahim Timogo, qui était avec moi en Europe, il était en Hollande, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a suivi et qui m'a vraiment guidé pour faire de ce que Niger Diaspora est aujourd'hui. Le Niger Diaspora se trouve en Europe, à Bruxelles. Et c'est vrai que je travaille plus avec les journalistes qui sont au pays parce que nous diffusons des informations du Niger. C'est notre priorité. Et donc, j'ai toujours travaillé avec des journalistes qui sont ici. Et voilà, c'est eux qui nous fournissent les informations. Bien sûr, on a la chance, malheureusement ou heureusement pour nous, parfois les informations que nous avons, nous les récoltons à partir des agences de presse comme AFP, qui sont plus actives, plus dynamiques, qui ont bien sûr les moyens, qui leur permettent d'avoir des informations, je dirais pas à la seconde, mais juste après quelques heures. Bon, en dehors des agences de presse, il y a aussi nos frères journalistes que je tiens vraiment à remercier et à encourager. Je trouve que dans la sous-région, les journalistes nigériens, c'est pas parce que je suis nigérien que je vante, sont très 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 bien. Et nous avons de très bons journalistes, d'excellents journalistes au Niger. Voilà, c'est grâce à eux que, bien sûr, Niger Diaspora tourne depuis des années. Ça fait 10 ans déjà. Ouais. Niger Diaspora a plus une priorité sociale et culturelle. C'est vrai que, personnellement, j'aime bien tout ce qui est culture nigérienne. Parce que quelque part, c'est ça qui fait aussi ma personnalité. Je la vante et j'essaie pas de la vendre, mais de la vanter à travers le monde. Mais depuis quelque temps, c'est vrai que la demande est très forte, la politique. Donc la politique, l'économie, mais je me suis plus spécialisé dans tout ce qui est éducation, agriculture, et puis bien sûr des interviews qui ont vraiment eu du succès, comme le Nigérien de la semaine, où nous essayons de trouver un Nigérien qui est quelque part dans le monde et qui mérite aussi d'être un modèle pour la jeunesse montante. Donc nous essayons de l'interviewer, qui nous parle un peu de sa vie, ce qu'il a fait pour réussir ses études, pour que les jeunes qui sont la voix
Et surtout moi, qui en demande quand j'étais petit, j'avais envie de voir des Nigériens qui étaient, je ne sais pas, bon, peut-être des savants, des grands chercheurs. J'étais à la recherche de voir ces gens. Malheureusement, il n'y en avait pas. Des artistes, il y en avait quelques-uns qui étaient là, on en parlait des grands Nigériens comme Boubou Amayotte, mais il n'y en avait pas tellement et j'avais ce manque-là. Donc, à travers Niger Diaspora, j'essaie de combler ce grand trou en faisant la promotion, en montrant à la jeunesse que voilà, nous avons des frères qui sont aux États-Unis, au Canada, qui ont fait des études, qui sont des chercheurs, des professeurs d'université. Voilà, ça c'est mon objectif. Et franchement, Niger Diaspora a beaucoup de succès et on le voit et chaque fois la demande est très forte. Il faut un modèle. Ah ouais, quelqu'un qui puisse servir de modèle pour la jeunesse. C'est vrai que je cherche plus ceux qui ont réussi, ça c'est vrai, pas forcément, mais ceux qui ont vraiment des choses à dire, qui méritent d'être connus et qui méritent d'être vraiment un exemple pour les Nigériens, aussi bien ceux du pays que de la diaspora. Ah ouais. Combler ce vide que j'avais quand j'étais petit, où je n'avais pas de frères et de grands frères ou de personnes qui peuvent me dire, voilà, moi en tant que Nigérien, je suis chercheur à l'université, je ne sais pas, de Cambridge, et pour que ça me pousse aussi à faire la même chose. Voilà, c'est une des raisons. On le dit dans la langue que tu ne peux pas montrer ta maison avec une main gauche, comme on le dit. Je ne vais pas traduire, mais c'est pour dire que moi, mon objectif avec le site Niger Diaspora, c'est de donner une très bonne image du pays. Ce qui m'a toujours manqué, de donner vraiment l'image du pays qui mérite d'être connu et mérite d'être visité. Voilà, faire la promotion du Niger à travers ce site. Mais malheureusement, je me suis rendu compte à un moment donné, bien sûr la politique y est pour quelque chose, des discussions ethniques, régionalistes, racistes. Et je me suis dit, je ne peux pas être vraiment l'acteur de ce manque je sais pas comment le dire, de ce manque de civisme ou de sérieux. Donc j'ai décidé, bien sûr suite à des conseils, de ne plus permettre de commenter le site. Mais je me suis rendu compte, c'est vrai que je suis en train de voir encore, ce qu'on peut faire jusqu'ici, c'est de trouver un modérateur ou moi-même modérer le site, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un publie un article, enfin un commentaire, je le lis et s'il est approuvé, je l'approuve. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire dans un avenir très très proche pour permettre quand même aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensent. On est en démocratie, c'est vrai qu'il faut donner la parole aux gens aussi de dire ce qu'ils pensent. Mais avant tout, que ça soit plutôt constructif et que ça permette de mieux comprendre l'actualité. Voilà. Au début, Niger Diaspora était plus axé sur la diaspora. Donc nos visiteurs sont principalement des Nigériens qui vivent aux États-Unis, en France, en Belgique, en Hollande, en Chine, un peu partout. Mais depuis quelques années, je me suis rendu compte que en nombre de visites, le Niger vient en 3e position. C'est-à-dire après les États-Unis, il y a la France. Je ne sais pas pourquoi. La France est 2e. Et puis le Niger en 3e position. Et bien sûr, plusieurs pays du monde, Rwanda, vraiment un peu éloignés et qui sont très réguliers. Donc, au début, on avait quoi ? 20, 30, puissants, 200, 1000, 3000, 7000, 8000 par jour, je veux dire, de visiteurs. Quand il y a une information très importante, on peut aller jusqu'à 15-16 000. Et ça, j'en suis vraiment ravi, je suis très content d'en arriver là. C'est vrai que Niger Diaspora a toujours été un site où c'était plutôt mes propres fonds qui aidaient à développer le site, hormis bien sûr quelques pubs qu'on a de temps en temps, mais c'est une bonne demande. Ceux qui veulent vendre leurs produits, que ce soit pour le Niger ou atteindre les Nigériens de la diaspora, sont vraiment les bienvenus. Non pas pour juste alimenter le site et permettre au site de se développer et d'être un site plus performant. Donner un site nigérien qui mérite d'être vu de par le monde et qu'on se dise, eh bien voilà, ça c'est un site nigérien qui est bien, qui mérite d'être visité, où il y a des informations qu'il faut, des journalistes qui sont au pays, qui sont là, engagés, qui peuvent donner des informations à la seconde. On n'est plus obligé de passer par l'AFP, passer par les Européens avant d'avoir les informations de notre propre pays. Donc ça, c'est vrai que la publicité pourrait aider à améliorer tout ça et permettre vraiment aussi d'être un peu plus grand. Ça, c'est vrai.
C'est vrai que bon, c'est une idée qui m'est venue il y a quelque temps, c'est de permettre à partir de Niger Diaspora d'avoir des liens plus directs, je veux dire, avec la communauté de par le monde. C'est un rêve pour moi. Donc de me dire aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'appelle un Nigérien qui vit en Chine, ou bien qui vit aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Racontez-moi un peu ce qui se passe. Voilà, que j'appelle quelqu'un ou que je lui dise voilà. Je dis, monsieur Tikiré, vous n'êtes pas tenté de partir en vacances aux États-Unis pour un partage de... Voilà, que Niger Diaspora puisse toucher les Nigériens de par le monde. Ça, c'est mon rêve. De dire que vraiment, tous les Nigériens qui sont sur cette terre peuvent être contactés via email, via adresse, ou quand vous me direz que je vais, je ne sais pas, en Russie, vous venez sur le site, je cherche un Nigérien qui habite en Russie, juste pour quelques jours de vacances, que vous trouviez ces informations-là. Mais c'est vrai que c'est un travail. Ça, c'est mon rêve de pouvoir être vraiment une ressource pour la diaspora et pour le Niger sur la toile, où les informations du Niger, où les Nigériens de par le monde soient retrouvés sur le site. Ça, c'est mon rêve. Et j'espère que bon, peut-être, ça va se concrétiser un jour. Voilà, je tiens à remercier la presse nigérienne, à commencer déjà par vous ici, la Bali qui est vue depuis quelques mois sur le net et sur Niger Diaspora. Les visiteurs sont très ravis et sont impatients de vous suivre, et ça nous permet, moi personnellement, d'avoir des informations tous les soirs du pays, des informations professionnelles. Voilà, merci pour la presse nigérienne, merci pour les Nigériens, ceux qui visitent Niger Diaspora, et voilà.